traduction allemande, publiée en 1825 par Theresa von Jakob, sous le patronage de Goethe, grand patriarche de la littérature allemande. Et si j'en parle, c'est d'abord pour cette raison, mais il y en a une autre. En effet, elle a dédié cette traduction à Guizot. Or, nous sommes aujourd'hui dans l'amphithéâtre Guizot. Et voici le texte de cette dédicace, donc à M. François Guizot. À l'époque, il faut citer un autre nom. Il n'est pas français, mais il est en France. Il n'est pas professeur à la Sorbonne, il est professeur au Collège de France, mais c'est juste à côté. Et on peut dire que ce sont deux institutions en quelque sorte jumelles. Donc, je crois qu'il faut ranger dans cette longue liste le nom prestigieux d'Adam Mickiewicz, le grand poète polonais, qui a occupé une chaire au Collège de France et qui a contribué à faire connaître à ses auditeurs, à ses élèves, la littérature des pays slaves, le sien, mais aussi la littérature serbe. Ensuite, nous trouvons plus tard Frédéric Gustave Eichhoff, qui est professeur de littérature comparée et qui a consacré plusieurs de ses œuvres aux littératures slaves et notamment à la littérature serbe et notamment à l'épopée de la bataille de Kosovo. Il faut lui ajouter, à peu près à la même époque, un autre nom bien connu des esclavisants, Saint-René Taillandier, qui fut titulaire d'une chaire de poésie puis de rhétorique dans cette maison, et qui fut très proche et des Serbes et des Tchèques dans ces années 60-70. Et puis, on arrive à une grande figure qui, je crois, est connue de beaucoup d'entre vous, Ernest Lavis. Ernest Lavis, qui, avec Alfred Rambaud, tous les deux professeurs de cette maison, ont publié une histoire générale, 12 volumes, immense, et dans cette œuvre immense, il consacre un certain nombre de pages à la Serbie. Et Ernest Lavis, je disais que beaucoup d'entre vous doivent le connaître parce que longtemps il avait rédigé des manuels d'histoire à l'usage des enfants des écoles, et ces ouvrages lui ont largement survécu. Aujourd'hui on ne les utilise plus, mais on les a utilisés longtemps après sa disparition, et c'est la raison pour laquelle je pense certains d'entre vous connaissent Ernest Lavis. Ensuite, je pense à un autre très grand nom, historien, comme Ernest Lavis, c'est Ernest Denis. Ernest Denis, qui lui aussi a cultivé les amitiés tchèques, les amitiés serbes. Tous ces auteurs, tous ces universitaires, professeurs à la Sorbonne, sont des témoins valeureux, pour certains prestigieux, de l'amitié franco-serbe. Et à ce titre, ils ont légitimement droit à notre gratitude. Je vous remercie. Donc le texte du général gallois. Détruire la Yougoslavie a été une opération conjointe germano-américaine
discrètement envisagée avant même la disparition du président Tito. Évident était l'intérêt de l'Allemagne, cherchant à effacer les traces des traités sanctionnant ses défaites militaires, saisissant l'occasion de punir la Serbie de son héroïque résistance à l'invasion de la Wehrmacht. Le dessein de Washington était moins explicite, sinon que la dislocation de l'Union soviétique ôtait à la Yougoslavie son rôle de neutre utile dans l'affrontement Est-Ouest, et aussi que l'OTAN pourrait s'installer à proximité de la Méditerranée orientale et des énergies fossiles du Moyen-Orient. La superpuissance mondiale et la puissance européenne allemande se seraient ainsi associées pour recourir à tous les procédés de coercition dont elles disposaient. Coercition financière, dès la fin de novembre 1990, le Congrès des États-Unis, adoptant une loi relative aux aides financières à l'étranger, loi qui spécifiait que Washington allait mettre un terme à ses relations commerciales avec la Yougoslavie, refuserait tout crédit et entendait que leurs élections, contrôlées par les États-Unis, fussent organisées dans chaque république, formant la Fédération yougoslave. Lancement d'une campagne de désinformation calomnieuse à l'encontre des Serbes afin de justifier les agissements futurs des deux associés. Blocus économique destiné à affaiblir la résistance de la population serbe, voire à l'opposer à ses dirigeants. Campagne de messieurs Kohl et Genscher pour amener leurs partenaires en Europe à souscrire au démantèlement de la Yougoslavie en utilisant les clauses du récent traité de Maastricht. Armée par l'Allemagne, la Fédération croato-musulmane, mise sur pied par Washington pour combattre les Serbes, à Rambouillet, tend un traquenard diplomatique aux exigences exorbitantes afin de reporter sur le crâne la responsabilité du recours à la force. Bombarder la Serbie pour plonger ce pays dans un état de délabrement profond en vue de lui imposer une dernière épreuve, faire admettre l'agression par ses victimes et les contraindre à s'en remettre à des dirigeants complaisants, cela en achetant les consciences d'une population plongée dans la misère, en s'opposant à l'indépendance du Kosovo et à l'accentuation de l'émiettement des Balkans, si cher à Berlin. Belgrade s'est dressé pour dire non. Tout en se disant les parangons de la vertu, les grandes démocraties occidentales ont prouvé en Yougoslavie qu'en matière de mauvaise foi, de machiavélisme, de cynisme et de brutalité, elles n'avaient pas de leçons à recevoir des autocraties, mais qu'elles étaient en mesure de leur en donner. Pierre Gallois, Paris, 28 mars 2007. Alors je vais maintenant passer la parole à Komnen Michirovic. Évidemment, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous ici. Je dirais simplement que l'idée de cette soirée lui revient et qu'il en est largement le père et l'artisan. Messieurs, chers amis, frères et sœurs, comme vous le savez, de la même expérience que nous en avons faite durant toutes ces années, l'occasion de parler dans les médias de la question du Kosovo sous son aspect multiple, notamment historique, métaphysique, artistique, littéraire, bref, culturel et civilisationnel, a été chose impossible. Car toute autre approche de cette question, hormis celle politiquement correcte, grossièrement simplifiée, à savoir le Kosovo est peuplé majoritairement par des Albanais, donc les Kosovo et les Albanais avaient été littéralement bannis. Et lorsque nous tentions de traiter de la complexe question du Kosovo sous un autre angle que celui de la pensée unique, les détenteurs de la puissance politique et médiatique nous répondaient aussi bien lors de la crise du Kosovo que de celle de la Bosnie et de la Krajina
par cet idiome qu'ils avaient forgé dans leur idiotie et dans leur méchanceté, frappes aériennes, naturellement, contre les Serbes. Tout comme Goebbels menaçait autrefois de sortir son revolver quand on lui parlait de culture. C'est dire notre immense satisfaction de pouvoir, grâce à l'extrême compréhension du professeur Jean-Paul Blais et des autorités de la Sorbonne, de nous offrir pour la troisième fois durant ces derniers lustres la possibilité à nous autres, Serbes et à nos amis français, de traiter dans ce haut lieu de l'esprit qu'est la Sorbonne, précisément de cette part essentielle de la question du Kosovo, celle de l'histoire, de la culture, de la civilisation. La part demeurée, hélas ignorée, occultée, rejetée, vouée aux gémonies par la classe politico-médiatique au profit d'une approche uniquement démographique, bassement politique et faussement idéologique et humanitariste de ces problèmes aux dimensions les plus vastes. J'exprime donc notre profonde reconnaissance à la direction de la Sorbonne, en particulier au professeur Blais, qui, un éminent historien de l'Europe centrale et parlant des Balkans, a parfaitement saisi les causes profondes qui ont pu engendrer les conflits récents. Tout comme il a compris que la France ne se serait jamais pourvoyée dans la guerre contre la Serbie si elle n'y avait pas été entraînée par ses solidarités européistes et atlantistes, primant sur tout le reste, ce qui l'a sans doute motivé ou fortifié dans l'idée de créer son rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, le RIF, sous les auspices duquel se déroule cette soirée. Je salue nos deux frères dans la vérité et dans la justice, présents sur cette tribune, dans la personne de Jean-Paul Besse, auteur inspiré et érudit des cités royales, mais aussi des pèlerins infatigables des hauts lieux du monde orthodoxe, dont il connaît admirablement la civilisation. Et dans la personne de Patrick Bariou, les grands témoins des martyrs serbes, tant au Kosovo qu'en Bosnie et dans la Krajina, relatés dans ces divers ouvrages. Je vous salue tous et toutes, heureusement, ou plutôt providentiellement, réunis dans la même ferveur et douleur kosovienne dans l'enceinte de la Sorbonne. Des grands ombres de Claude Fauriel, de Séréné Taillandier, d'Ernest Denis, de Charles Guy et d'autres parmi vos illustres prédécesseurs que vous venez d'évoquer, cher Jean-Paul Blais, qui ont magnifié ici le patrimoine culturel serbe kosovien, se meurent ce soir. Oui, quoi donc de plus naturel que le Kosovo dans ces hauts lieux de la civilisation qu'est la Sorbonne, puisque la terre de Kosovo, avec le reste de la Serbie, avait été la terre d'une splendide civilisation, celle de l'art sacré le plus sublime, avant d'être celle de l'épopée tout aussi sublime. Et la preuve en est que l'architecture et la peinture murale des sanctuaires de Kosovo, notamment de Peć, de Gračanica, de Dečani, occupent une place de choix dans l'art universel, tout comme l'épopée de Kosovo, transcendant les désastres serbes de 1389, en sacrifice suprême pour la foi du Christ, occupe une place en Europe dans la littérature générale. Nulle part ailleurs en Europe, le génie du christianisme, pour employer le célèbre titre de Chateaubriand, n'a connu un tel double épanouissement. Le voilà, cet héritage chrétien de la Jérusalem serbe. Voilà. Le voilà, cet héritage chrétien de la Jérusalem serbe.
signé dans cet énorme volume intitulé Zadužbine Kosova, les fondations du Kosovo, dont une bonne partie, hélas, constitue les martyrologues des Serbes du Kosovo sous la domination turco-albanaise longue et cruelle. Je remettrai solennellement tout à l'heure cette immense saga kosovienne à Jean-Paul Bled pour la bibliothèque de la Sorbonne comme le témoignage d'une magnifique civilisation assassinée et d'un peuple meurtri. Pour comprendre comment cela s'est passé, il convient de rappeler brièvement quelques vérités élémentaires essentielles sur les Kosovo pour la simple raison qu'on les occulte, qu'on les falsifie, qu'on les dénature. Tout d'abord, il faut être clair avec la fable d'après laquelle les Albanais aient peuplé les Kosovo avant l'arrivée des Slaves dans les Balkans au 7e siècle, puisque non seulement rien n'y atteste de leur présence jusqu'à la fin du 11e, rien n'y atteste de leur présence, mais l'histoire ne les connaît point dans les Balkans jusqu'à la fin du XIe siècle, quand ils sont mentionnés pour la première fois par l'historien byzantin Michel Attaliat. Comme s'il n'y avait pas été durant tous les premiers millénaires, ou bien n'avait joué aucun rôle important. Ensuite, une autre fable, claironnée surtout par l'écrivain albanais Ismail Kadare, qui veut que les Serbes et les Albanais se soient déchirés depuis toujours, alors que des faits historiques indubitables, en commençant par celui de l'origine des Serbes de Skanderbeg, héros national albanais, prouvent le contraire, à savoir que les deux peuples ont vécu en parfaite entente tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à la conquête définitive des Balkans par les Turcs à la fin du XVe siècle. C'est alors, en se convertissant à l'islam, la religion de l'occupant, et en se mettant à son service, que les Albanais obtinrent les droits de disposer des biens, de l'honneur, de la vie et de la mort de ceux qui demeuraient chrétiens. Adeptes de la nouvelle foi, ils y mirent du zèle, comme tous les convertis, et descendirent par vagues successives de leurs montagnes dans la plaine de la Metochie du Kosovo pour y usurper des terres serbes au prix des massacres, des exodes, de l'esclavage le plus noir ou d'une albanisation forcée. Je ne m'attarderai pas sur les grandes migrations serbes du Kosovo au XVIIe et XVIIIe siècle, consécutives aux révoltes serbes contre l'occupant ottoman dans le contexte des guerres austro-turques. Mais je citerai des sources du début du XXe siècle qui relatent qu'entre la guerre serbo-russe contre la Turquie de 1876 et la première guerre balkanique de 1912, lorsque le Kosovo fut libéré après 5 siècles d'occupation, environ 400 000 Serbes, en 40 ans seulement, ont été forcés par les Albanais de quitter la province. L'hémorragie fut arrêtée durant une vingtaine d'années de la première Yougoslavie, et même un rétablissement de l'équilibre ethnique rompu amorcé lors de la destruction de cette Yougoslavie par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en 1941, les choses reprirent leur cours maudit. Pour mettre et expulser environ 100 000 Serbes après avoir massacré des milliers d'autres au cri « Baba Hitler est arrivé ». Baba signifiant en albanais le père. Les milices albanaises avec la division Waffen-SS Skanderbeg, à la sinistre renommée, dont les derniers soldats tombèrent devant Berlin en défendant le Reich, commirent des crimes sans nombre sur la population serbe. En
formule une Serbie faible, une Yougoslavie forte. Les dirigeants albanais, en gesticulant des admirateurs zélés du tyran Joseph Broz, dit Tito, reçurent la récompense de celui-ci les pleins pouvoirs sur le Kosovo, qu'ils exercèrent de façon à contraindre par toutes sortes d'exactions quelques 300 000 Serbes à quitter la province. À l'intérieur, on ne pouvait pas en parler, puisque ceux qui en avaient l'audace encouraient des sanctions en tant que nationalistes grands serbes, et à l'extérieur, on considérait la Yougoslavie titiste comme le meilleur du monde. C'est donc près d'1 million de Serbes, en incluant les victimes de divers massacres, qui en espace d'un siècle disparurent du Kosovo et de la Métropole au profit des intrus et des colonisateurs albanais. Néanmoins, il y restait à la mort de Tito en 1980 quelques 350 000 Serbes. Et tout ce que Slobodan Milošević avait tenté en rétablissant la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo en 1987, c'était d'endiguer ce processus fatal. Et bien que par cette mesure, le droit des Albanais ait été entièrement respecté, ils refusèrent d'intégrer les institutions de l'État serbe, crièrent à l'apartheid, au génocide et appelèrent, tout en s'adonnant à des actions terroristes, au secours, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, bref, ce qu'on appelle par euphémisme la communauté internationale. Celle-ci, sans point considérer toute la complexité et toute la gravité de la question du Kosovo, ne tarda pas de faire sienne les inimitiés, les haines albanaises héréditaires à l'encontre des Serbes, poussaient et prospérer un nombre de divers règnes tyranniques, l'un pire que l'autre, turcs, fascistes et communistes, et de parachever leur œuvre, à savoir emprise totale des Albanais sur la terre sainte serbe. En effet, c'est la plus grande coalition d'États regroupant 19 nations de près d'1 milliard d'hommes et constituant la plus formidable force militaire de tout le temps, l'OTAN, qui en ce mois de mars 1999 s'attela à cette besogne, en s'abattant sur la Serbie et en la soumettant durant près de 3 mois à des bombardements incessants, la mettant à feu et à sang. Ce crime, l'un des plus abominables et des plus gratuits que l'on ait jamais commis sous le ciel, culmina lorsque les forces de l'OTAN, ayant occupé le Kosovo à la suite du retrait des forces serbes en juin 1999, laissèrent la province à la merci des Albanais. Ceux-ci en chassèrent aussitôt 250 000 s'emparèrent de leurs biens ou les détruisirent en même temps qu'ils profanèrent et vandalisèrent leurs églises, les églises et les cimetières. Des spectacles effrayants qui se reproduisirent en mars 2004, toujours devant l'incurie des troupes de l'OTAN et de l'administration onisienne, des spectacles que vous allez voir tout à l'heure en projection vidéo. Je vous rappelle que cette abomination, cette orgie du mal que fit la guerre de l'OTAN contre la Serbie, s'est déroulée précisément au moment où s'achevait le 2e millénaire du Christ, que l'on s'est préparé à célébrer, et que toutes les nations de la coupable coalition contre la Serbie chrétienne étaient, excepté la Turquie, des nations chrétiennes ou cypriotaines. Et c'est justement ce fait aberrant qui soulève de gravissimes interrogations qui ne manqueront pas d'intriguer les plus grands esprits, historiens,
sociologue, philosophe, théologien, et qui consiste en ceci. D'où vient un tel acharnement du mal contre un espace du Christ par excellence que fut le Kosovo, tant par sa civilisation que par les calvaires que les fidèles du Christ y ont endurés à travers les âges et ne cessent de le faire jusqu'à nos jours. Comment se fait-il que la plus grande puissance de la planète s'est mise au service, s'est faite l'instrument, l'éclair, pour légitimer, pour sceller l'une des plus noires injustices de l'histoire? Et c'est là au prix de la destruction de la nation serbe tout entière, comme l'annonçait le sinistre pitre de l'OTAN, Jimmy Shea, en déclarant « Nous rejetterons la Serbie à l'âge de pierre ». À travers la sauvagerie des civilisés, l'hypocrisie des démocrates et l'inhumanité des humanistes qui se sont investis dans cette entreprise monstrueuse, parce que précisément contre nature et contre la nature, contre l'histoire, contre la morale et la civilisation que fit la guerre dite du Kosovo. Il est clair que toute reconnaissance du Kosovo en tant qu'État, fruit d'une telle malédiction, ne pourra être acceptée ni considérée par les Serbes et par tous les hommes de conscience comme nul et non avenu. Je vous remercie. Je vous remets ce ouvrage de 4,5 kg avec la divine Gračanica de 1321, fondation pieuse de roi Milutin sur la couverture, et qui était publié à l'occasion de 600aire de la bataille. En 1389, lorsque l'on crut à Paris que la bataille de Kosovo était une victoire serbe et donc chrétienne, les cloches de Notre-Dame, en lesquelles Eugène Ionesco, que j'ai un peu connu, voyait la conscience de la France, sonnèrent à toute volée. Malgré le schisme et la distance, l'Occident catholique et l'Orient orthodoxe se sentaient encore solidaires face à la montée de l'islam ottoman et de la barbarie. Grâce au professeur Jean-Paul Bled, c'est l'honneur de la vieille et glorieuse Sorbonne, cette sœur de Notre-Dame, de se faire entendre ce soir sur le même thème, ô combien cruel, et dans un silence beaucoup plus coupable. Aussi, en associant aujourd'hui une seconde fois, grâce à feu Adolphe Davril et Komnen Becirovic, ainsi qu'à leurs excellents éditeurs, le Kosovo, à cette colline inspirée qu'est la montagne Sainte-Geneviève, nous nous élevons à nouveau vers l'absolu de la souffrance et de la rédemption, à l'image du Saint Prince Lazare et de son peuple, frère de cœur et d'âme du nôtre. Un siècle et demi avant la tragédie européenne de Kosovo-Poli, l'ange blanc de Mirjevo, ce chef-d'œuvre du Moyen-Âge serbe, annonçait à tous les temps la divine résurrection. Quant à David d'Angers, qui modela le fronton du tout proche Panthéon, au siècle de Guizot, il ne donna des ailes qu'à Clio, effigie de l'histoire, et ange de l'humanité pérégrinante et sans doute souffrante. Avant le grand sculpteur, déjà, à Vaux-le-Vicomte, Charles Lebrun plaçait Clio au centre du cœur des 9 muses. Quelle leçon pour nous, retranché du sol serbe, son Île-de-France et son Vézelay, abandonné aux mains dévastatrices ses 1300 églises, des monastères,
sacrifier d'un cœur léger ou froid ces derniers héritiers. Cela ne vous rappelle-t-il pas autre chose? Mesdames, Messieurs, brate i sestre, dobroveche, je crains que ma petite allocution ce soir vous paraisse quelque peu brutale, mais la réalité est brutale et les faits sont brutaux. Mon propos pourrait s'intituler « Le cœur de la Serbie va bientôt cesser de battre ». Le cœur de la Serbie, vous le savez, c'est le Kosovo. Kosovo y est serbillé. Et il est vraiment à craindre qu'il cesse bientôt de battre. Les historiens n'ont pas besoin des poètes pour observer que les civilisations sont mortelles. Et les civilisations sont mortelles parce qu'elles sont charnelles autant que spirituelles, comme la patrie de Charles Péguy. Elles ont un cœur, et un cœur qui peut cesser un jour de battre. Je n'ai pas la prétention, dans ce lieu prestigieux, de discourir sur la vie et sur la mort d'une civilisation, surtout aux côtés d'historiens aussi érudits. Je voudrais juste porter un regard sur les événements récents au Kosovo, le regard d'un clinicien, d'un spécialiste de l'anesthésie-réanimation, discipline qui, vous le savez, se situe à la frontière souvent mal tracée et bien mal gardée entre la vie et la mort. Donc je vais vous parler essentiellement de symptômes, de diagnostic et de traitement. Une civilisation peut mourir de mort naturelle, dirons-nous, au terme d'un long processus d'épuisement et de décadence, mais elle peut aussi mourir de façon brutale sous les coups des assassins. Depuis le mois de juin 1999, des agressions oppressives et meurtrières se multiplient à l'encontre des Serbes et des minorités non albanaises du Kosovo. Vous avez tous en mémoire, je le suppose, les pogroms anti-serbes du mois de mars 2004. Aujourd'hui, on peut dire que le processus de saccage des monastères orthodoxes au Kosovo est accompli sur la totalité du territoire du Kosovo-Metoïa, ainsi que le regroupement des Serbes dans des enclaves où leurs conditions de vie sont absolument déplorables et où leur sécurité n'est absolument pas assurée. Ils n'auront d'autre choix que la valise ou le cercueil, comme d'habitude. Il s'agit d'un regroupement qui précède leur élimination. Et malgré tout, je dirais, on voit au Kosovo des jeunes couples qui tentent de fonder un foyer alors qu'ils sont encerclés et menacés. Et pourtant, on voit des prêtres orthodoxes qui sont menacés de nouvelles dévastations et qui, malgré tout, relèvent les ruines de leur monastère dont il ne restait pas pierre sur pierre. Donc il y a là, à l'évidence, un ferment de civilisation. L'expression est du pape Benoît XVI, expression récente, puisqu'à l'occasion du cinquantenaire du traité de Rome, le pape Benoît XVI a fustigé une Europe qui renie ses racines et qui se rend coupable d'une forme d'apostasie d'elle-même en négligeant les valeurs chrétiennes qui constituent l'âme du continent et un ferment de civilisation. Et le pape Benoît XVI a appelé de ses vœux la résurrection, dit-il, de la chrétienté médiévale. Mais on peut se demander s'il n'y a pas une sorte d'incohérence entre le fait d'appeler, de souhaiter cette résurrection de la chrétienté médiévale et dans le même temps fermer les yeux sur la destruction systématique de tout ce qui peut survivre justement de chrétienté médiévale au Kosovo. Kosovo, terre des rois serbes depuis Stefan Dechanski et son fils l'empereur Dušan. Kosovo, terre, comme son nom l'indique, Kosovo Metochite, de l'église serbe depuis Saint Sava, depuis les premiers évêques Arsenie et Danilo, depuis les premiers patriarches intronisés dans le patriarcat de Peć, et terre des paysans serbes.
Donc je crois qu'il y a quand même une forme d'incohérence à ne pas porter assistance à ce qui survit de chrétienté médiévale au Kosovo. Et au passage, on peut signaler que le projet de constitution de l'Europe avait également éliminé totalement la référence à la démocratie grecque et au siècle de Périclès. Donc il y a un petit problème de micro, c'est pas grave. Donc de toute évidence, nous sommes entourés d'apostats et de renégats, en particulier ces praticiens de la communauté internationale, souvent européens, qui se sont portés au chevet du Kosovo et qui considèrent cette constellation de ruines qui tentent de se relever et d'enclaves qui tentent de résister, donc qui considèrent cette constellation comme un tissu dévitalisé, comme un tissu nécrotique qu'ils auraient envie d'exciser. Donc ils ne proposent pas du tout un traitement curatif, ils ne proposent même pas un traitement palliatif qui servirait à atténuer les souffrances, ils proposent une injection létale, c'est-à-dire une forme d'euthanasie active appliquée à un patient qui n'a pas du tout envie de mourir. Alors vous le savez peut-être, l'injection létale, qui est appliquée en particulier pour l'exécution des condamnés à mort aux États-Unis, consiste en l'administration successive de 3 produits. Vous avez d'abord un agent anesthésique qui éteint la conscience, ensuite vous avez un agent curarisant qui paralyse les muscles, et puis on vous injecte du chlorure de potassium qui provoque l'arrêt cardiaque. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au Kosovo? On a un agent anesthésique, c'est le simulacre de négociation de M. Marti Ahtisaari. Ensuite, on a un agent curarisant, c'est la communauté internationale. Et puis, le chlorure de potassium, c'est bien entendu l'indépendance. Alors, lors du simulacre de négociation de M. Ahtisaari à Vienne sur le futur statut du Kosovo, vous savez que le mot indépendance n'a jamais été prononcé. On l'a soigneusement évité, précisément pour endormir un peu les opinions publiques et les participants, et de façon à pouvoir injecter le chlorure de potassium au dernier moment. Donc c'est toujours la même façon de négocier, c'est-à-dire d'imposer l'inacceptable à la partie serbe pour ensuite l'accuser de l'échec des négociations. Ensuite, l'intervention de la communauté internationale, bien sûr, pose le problème du mode d'expression démocratique et de l'expression parlementaire. Je vous demande qui, au nom de la France, qui, au nom du peuple français, prétend que l'indépendance du Kosovo est souhaitable. Qui parle en notre nom? Est-ce que nos députés se sont prononcés réellement sur l'indépendance du Kosovo? Je ne le crois pas. Parce qu'en définitive, les gens qui prennent les décisions, ce sont des groupes de pression et des groupes de réflexion anglo-saxons, ce qu'on appelle les lobbies et les think tanks. Donc, qui sont, en particulier, je citerai l'International Crisis Group, qui regroupe des financiers, des milliardaires comme George Soros, qui regroupe des généraux américains comme Wesley Clark, qui regroupe des politiques nord-européens comme précisément Marti Ahtisaari, donc des gens qui ont tous en commun la haine du peuple serbe. Et en fait, ces gens donc mettent leur projet à exécution par l'intermédiaire de divers organismes, dont le TPI, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et on sait très bien que ce tribunal n'a qu'un rôle, c'est-à-dire de paralyser les forces serbes pour offrir le Kosovo pieds et poings liés à ses ennemis, c'est-à-dire les criminels albanais, que sont en particulier Ramush Haradinaj, Agenčeku, Hashim Thaçi et ce genre de personnages. Donc, le rôle du TPI est en particulier de réécrire, d'écrire même l'histoire de la Yougoslavie. Et là, je pense que nous sommes dans un milieu d'historiens qui sont sensibles à ce point. Et c'est très grave de se rendre compte que l'histoire de la Yougoslavie, en ce moment, est peu écrite par les historiens, mais tend à être écrite par les procureurs du TPI. Et ces procureurs n'ont qu'un objectif,
c'est-à-dire diffuser la notion de responsabilité collective du peuple serbe. Et ça, cet argument a été justement utilisé par M. Ahtisaari lors des négociations sur le futur statut du Kosovo, parce qu'en s'adressant à la partie serbe, M. Ahtisaari leur a dit vous devez assumer le poids du passé. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire vous êtes coupable, vous avez une responsabilité collective, et la seule façon de vous faire pardonner, c'est de donner l'indépendance au Kosovo. Donc je crois que c'est excessivement grave. Alors je dirais, j'ai dit quelques mots du TPI, deux mots seulement des autres organismes internationaux comme la CAFOR ou la MINUC qui assistent le TPI dans ses basses œuvres, uniquement pour dire que ces organismes ont failli à toutes les missions qui leur avaient été confiées. Premièrement, ils n'ont pas désarmé Lučeka. Deuxièmement, ils n'ont pas protégé les minorités non-albanaises et les Serbes, on l'a bien vu au mois de mars 2004. Et enfin, ils n'ont pas endigué le trafic d'êtres humains, d'armes et de drogue au Kosovo, qui a été multiplié par 5 ou 10. Donc, échec lamentable sur toute la ligne. Et donc, voici maintenant que nous avons notre patient qui est endormi, qui est curarisé. Voici le moment de l'injection du chlorure de potassium qui va entraîner l'arrêt cardiaque. Vous l'avez vu, avant-hier, le projet de statut final pour le Kosovo a été remis au Conseil de sécurité. Là, le mot indépendance apparaît clairement. Et il y a tout lieu de croire que même si la Russie oppose son veto, il y aura inévitablement l'indépendance du Kosovo, à la suite probablement de nouvelles flambées de violence. Voilà, mesdames et messieurs, le pronostic est très sombre. Le chlorure de potassium coule dans les veines de la Serbie. L'arrêt cardiaque me semble imminent et je crains que cette soirée, malheureusement, ne soit qu'un compte rendu d'autopsie et qu'une forme un peu poétique de rédiger un faire-part de décès. Je vous remercie de votre attention. Toyejiva Istina Hvala lepo. Ce n'était pas un faucon, l'oiseau gris, mais il était le saint prophète Élie. Ce qu'il tenait n'est pas une hirondelle, mais une lettre de la mère de Dieu. À Kruševac, il la porte à Lazare. Sur ses genoux, il la laisse tomber. À l'empereur, cette lettre disait « Prince Lazare, prince d'illustre race, lequel royaume est-ce que tu préfères ? Préfères-tu le royaume du ciel ? Préfères-tu le royaume de la terre ? Si tu préfères le royaume terrestre, braves guerriers, allez ceindre vos sabres, scellez les chevaux en serrant bien les sangles, et sur les Turcs chargez à fond le train. Toute l'armée de Turcs y périra. Si tu préfères le royaume du ciel, à Kosovo fais dresser une église. N'y pose pas des assises de marbre, mais seulement de soie et d'écarlate. Fais à l'église communier l'armée et range-la en ordre de bataille. Toute l'armée des Serbes périra. Tu périras aussi, prince, avec elle. Quand l'empereur a entendu ces mots, il pense, et de toute façon, mon Dieu, que faire et comment dois-je faire? Pour quel royaume dois-je me décider? Ce sera-t-il le royaume terrestre? Ce sera-t-il le royaume céleste? Si je décide de préférer le règne sur la terre, il sera court le règne sur la terre.
et dans le ciel pour des siècles et des siècles. Il a choisi le royaume du ciel, il préfère à celui de la terre. À Kosovo, il élève une église, il n'y met pas des assises de marbre, mais seulement de soie et d'écarlate. Puis il convoque le patriarche serbe et 12 grands évêques avec lui. Il fait alors communier l'armée. À peine a-t-il mis son armée en ordre